Super, bah écoutez, c'est parfait. Merci à tous d'être là. Hop, je vais couper la musique, même si c'était fort agréable, comme je le disais en introduction pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en avance. C'est aujourd'hui le 2 mars, et le 2 mars, c'est un jour un peu spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire. J'avais prévu de faire ce webinaire le 2 mars. À la base, j'imaginais faire ce webinaire avec mes associés Ellie et Nathalie. Malheureusement, ils sont pris sur d'autres projets. Du coup, je me retrouve seul pour ce webinaire. Donc, c'est un peu spécial parce que je dois gérer la technique, en même temps penser à ce que je vous raconte. Donc, c'est un sacré challenge. Bienvenue à tous. Bienvenue donc à Elodie qui nous rejoint. Elisabeth, merci pour vos petits mots pour mon anniversaire, c'est très gentil. Alors, j'ai décidé de vous partager mes quelques connaissances sur la question des réunions à distance, comment les rendre efficaces et agréables. Alors, c'est vrai qu'en ces jours un peu spéciaux de confinement, de travail à distance, etc., on est un très grand nombre à devoir animer des réunions à distance et parfois un petit peu à galérer. Alors, je suis désolé pour les personnes qui avaient peut-être imaginé que j'allais vous donner plein de conseils, plein de petits trucs au niveau technique. Ce webinaire n'est absolument pas fait pour ça. Voilà, donc je préfère vous le dire dès le début du webinaire, comme ça, si vous étiez venu chercher ça, ma foi, vous pouvez peut-être nous quitter. Mais avant de nous quitter, quand même, écoutez ce que je vais vous dire. J'ai décidé de vous partager plutôt tout un tas de choses super intéressantes sur comment faire pour animer des réunions, certes à distance, mais qui pourraient tout à fait être des réunions aussi en présentiel. Il s'agit de conseils qui vont concerner les réunions d'équipe et non pas les réunions de grands groupes. Donc, ce que j'appelle une équipe, généralement, c'est à partir de 3 personnes et puis ça peut aller jusqu'à 12, 13, 14, idéalement 12 quoi, maximum. Voilà, donc on va considérer que tout ce qui est au-delà de 12, ça devient plutôt des grands groupes et certaines des règles qu'on va voir aujourd'hui vont pouvoir être utilisables aussi pour les grands groupes, mais globalement, ce qu'on va voir, c'est plutôt réservé pour les réunions d'équipe. Voilà. Alors, l'enjeu, il est super important. On est à distance, on ne se voit pas beaucoup, on a des temps sans doute courts, j'imagine, dans vos situations pour monter voilà, des projets, continuer les projets, vérifier tout un tas de choses en lien avec votre travail. Et puis, vous avez envie d'être beaucoup plus efficace et puis peut-être aussi d'augmenter, comment dirais-je, l'ambiance tant que faire se peut, même si on est à distance, faire en sorte qu'il y ait une belle dynamique dans votre équipe pour que les gens aient envie de continuer tout simplement à travailler, qu'ils gardent de la motivation, qu'ils gardent du sens aussi par rapport à ce qu'ils font, malgré cette distance qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, je le rappelle, l'objectif va être de découvrir comment rendre vos réunions efficaces et agréables. Je vais aussi parler de réunions coopératives et je vais peut-être utiliser un grand mot qui s'appelle la sociocratie, puisque je suis expert en sociocratie et je m'inspire beaucoup des principes de la sociocratie pour animer toutes mes réunions. Mais on va voir des choses aujourd'hui qui dépassent la sociocratie, qui sont plus des choses en lien avec l'animation de réunions d'équipe, l'animation de groupe. Et voilà. Alors, mon but à moi, c'est de rendre le travail dans n'importe quel groupe le plus efficace possible et aussi le plus agréable possible. Parce que ce que j'ai envie, c'est que dans les organisations aujourd'hui, on soit joyeux. On passe tellement de temps au boulot toute la journée que si on peut être un petit peu joyeux dans ses relations avec ses collègues, avec ses clients, avec ses partenaires, ma foi, c'est tout gagné. Et puis le soir, quand on rentre à la maison, du coup, on est beaucoup mieux dans ses baskets, plus agréable avec sa compagne, son compagnon et avec ses enfants. Et quand même, il me semble que au final, le but de la vie, c'est un peu ça. C'est pas simplement d'aller bosser, de s'ennuyer, simplement pour gagner de l'argent. Alors, le titre de cette réunion, c'est bien Réunion à distance, comment les rendre efficaces et agréables. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent un instant qu'il ne s'agit pas d'une réunion spécifique sur le fait que ce soit à distance et donc je ne vais pas parler en particulier de choses très techniques. Vous allez voir que moi-même, je risque de galérer un petit peu avec la technique, pourtant j'ai fait plein d'efforts, mais c'est plutôt un webinaire qui s'adresse à ceux qui veulent commencer à comprendre comment fonctionne cette notion de coopération, comment optimiser la coopération dans vos réunions d'équipe. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec donc ce petit visuel que j'ai là. Alors, comment vais-je réussir à piloter? Ça devrait fonctionner comme ça.
Alors, comme vous pouvez le voir sur ce petit visuel, sur les post-it qui sont autour de l'ordinateur, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, pendant ce webinaire, on a un petit peu moins d'une heure. Pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, vous pourrez me poser des questions à partir de 14 heures et puis je pourrai y répondre pendant un petit quart d'heure. Pour les autres, ben, ma foi, vous nous quitterez à 14 heures si vous devez aller travailler ou faire autre chose. En tout cas, on va commencer tout de suite et je ne vais pas pouvoir brosser vraiment tous les post-it qui sont autour de l'ordinateur. Je vais faire un focus sur certains d'entre eux. Et le premier, qui est hyper important, c'est la notion de posture. Donc, lorsque vous animez une réunion, que vous soyez manager ou coordinateur ou simple animateur de réunion, généralement, vous êtes bien focalisé sur l'axe vertical. L'axe vertical, c'est celui de l'efficacité, c'est celui qui nous permet d'être au clair avec nos objectifs. Et c'est sur cet axe, quand on est vraiment focalisé dessus, on est focalisé sur le faire et sur le réfléchir. Donc, on va amener les gens, effectivement, lors des réunions à réfléchir pour mettre en place des actions pour réaliser nos projets. Voilà, pour trouver aussi des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Généralement, tout animateur, me semble-t-il, est plutôt bien au clair avec cet axe-là. S'il n'est pas au clair avec cet axe-là, généralement, il a un problème. Peut-être qu'il n'a pas préparé sa réunion, peut-être qu'il est tout simplement assez absent comme animateur et puis qu'il laisse le groupe un peu prendre la main et puis que les choses se font bon an, mal an. Moi, je vous invite à être très au clair avec vos objectifs et effectivement être concentré sur la partie réflexion, la partie action, mais aussi, et c'est ça un petit peu la nouveauté de la coopération, je vais vous inviter à prendre conscience qu'il est hyper important de prendre en compte l'axe horizontal. Et comme vous le voyez sur le schéma, l'axe horizontal, c'est celui du bien-être, de la QVT. Alors la QVT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la qualité de vie au travail. Et puis, lorsqu'on est vraiment concentré sur les relations entre les gens, sur le bien-être de chacun, eh bien, on est plutôt concentré sur l'être et sur la relation. Donc, vous voyez, axe vertical, faire et réfléchir. Axe horizontal, être et relation. Alors, on va tout de suite se focaliser un petit peu. Vous voyez, c'est un peu comme en mathématiques, il y a des plus, il y a des moins, etc. Alors, on va essayer de visiter maintenant l'espace qui est ici, qui est l'espace des gens qui sont très concentrés sur les objectifs, mais très peu conscients de l'importance du bien-être et des relations. Ces gens-là, si on leur pose une question, voilà, il y a un problème, quelle est la solution selon vous? Eh bien, leur réponse sera « j'ai la solution c'est celle-là, c'est la mienne, c'est mon idée. » Et donc, ce qui prévaut, ce sont mes idées. Ces personnes-là, lorsqu'elles sont dans cet espace-là, elles se placent parfois dans la zone de compétition. Dans cette zone de compétition, s'il y a deux personnes dans la même réunion qui sont vraiment là-dedans, en train de vouloir argumenter sur les idées qu'elles ont élaborées, essayer de convaincre, alors on se retrouve parfois dans ce genre de situation où on peut être on a l'impression en tout cas d'être sur un ring de boxe avec des gens qui argumentent, contre-argumentent, etc. Si vous avez vécu ça, et la plupart d'entre nous ont déjà vécu ça, lorsqu'on essaye de défendre une idée, on peut avoir cette sensation, quand elle est contre-argumentée et qu'on n'a même pas eu le temps de terminer notre idée, que déjà quelqu'un nous coupe l'herbe sous le pied, eh bien on peut avoir cette sensation hyper désagréable d'être un peu sur un ring de boxe. Et puis parfois, malheureusement, si ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on a un contradicteur systématiquement qui se confronte à nous et qui nous coupe l'herbe sous le pied, alors ça nous énerve, la colère monte et on est véritablement sur un ring de boxe. Donc ça, c'est l'espace de la compétition. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans l'espace qui est en dessous, là où les gens sont dans le moins et dans le moins. Donc, pas très conscients des objectifs, ou alors conscients mais pas envie de contribuer, et puis pas très conscients de l'importance des relations et de la qualité de vie au travail. Ces gens-là, si on leur demande qu'est-ce que tu penses du problème, est-ce que tu as une idée, une solution, voilà leur réponse. Non. Généralement, vous les reconnaissez, c'est des gens, lorsqu'on les interroge, qui baissent les yeux, qui sont mal à l'aise. On peut avoir des gens hyper introvertis qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, même dans un petit groupe. Et puis, on peut avoir aussi, et ça c'est encore plus grave, des gens qui n'ont rien à faire là, en fait. On les a invités à une réunion, sauf qu'en fait, on leur fait perdre leur temps et on perd aussi notre temps avec eux, puisqu'en réalité, ils n'ont pas à être là, ils n'ont pas grand-chose à apporter.
il ferait mieux d'être ailleurs. Dans ce cas-là, moi, je vous invite à les inviter à partir, à retourner sur leur poste ou dans le groupe où ils vont pouvoir contribuer. Cet espace-là, on va l'appeler l'espace du repli. Oups, alors attendez, premier petit problème technique. Voilà, c'est l'espace du repli. Et du coup, on va avoir des gens parfois dans cet espace-là. Oups, pardon. Voilà, je vous avais dit. Dans l'espace du repli, on va avoir des gens aussi qui s'ennuient et puis parfois des gens qui ont compris que l'espace où se négocient les idées et les propositions, c'est l'espace de la compétition. Et si, lors de combats de boxe, ils ont laissé quelques plumes ou quelques dents, à ce moment-là, ils n'ont vraiment plus envie d'y retourner. Dans ce cas-là, ils se mettent en repli pour ne pas se faire agresser, pour ne pas avoir à lutter. On a pas mal de gens aussi qui aimeraient vivre en mode coopératif, mais qui n'y croient plus et du coup qui sont en repli. Donc généralement, le repli, ce n'est pas bon, hein, c'est pas bon signe. C'est signe que les personnes ont perdu de la motivation, peut-être une perte de sens. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué pour les ramener vraiment dans ce qu'on aimerait vivre avec eux. Alors, regardons maintenant le troisième espace. L'espace fort sympathique, je trouve, des gens qui trouvent que c'est super important l'ambiance, voilà, donc de prendre soin des relations de chacun, mais par contre, ils ne sont pas trop concentrés sur l'axe de l'efficacité. Alors, ces gens-là, face à un problème, ils vont plutôt avoir tendance à dire « c'est votre solution qui prévaut ». Le problème, c'est quand les compétiteurs demandent aux gens qui sont dans cet espace-là « oui, non, mais laquelle ?» Parce qu'il y a deux propositions, du coup, tu préfères laquelle? Et là, les gens qui sont dans l'accommodement vont avoir beaucoup de mal à se positionner. Du coup, il y a deux possibilités de personnes pour les reconnaître, les gens qui sont comme ça dans les réunions, et sans doute que vous êtes passé aussi par cette phase-là. Tantôt, vous êtes dans cette situation-là, ouais, c'est chouette, il y a plein de propositions qui se font, et du coup, bah oui, c'est bien, je trouve que c'est chouette tout ce que vous dites, moi je vous suis. Lorsque le combat entre les compétiteurs devient un petit peu difficile, la réaction des gens qui sont dans l'accommodement, c'est plutôt qu'ils pleurent parce qu'effectivement, ils sentent que la compétition sur le ring, c'est en train de mettre à mal ce qui est important pour eux, à savoir la qualité des relations, la confiance, le bien-être entre les personnes qui font partie de l'équipe. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, ça vaut pour les réunions à distance comme pour les réunions en présentiel. Alors peut-être que dans les réunions à distance, d'ailleurs, c'est rendu un petit peu, le côté compétitif est un peu moins présent du fait qu'on a plus de mal à se couper la parole à distance. Alors c'est quand même possible, hein. Vous avez dû observer que certains de vos collègues qui sont super forts en coupage de parole, arrivent malgré tout, même à distance, à le faire. Mais c'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression, depuis que je travaille beaucoup à distance, on a une tendance naturelle à distance à avoir un animateur assez clair, à se passer la parole, etc., pour que ce soit plus audible. Donc finalement, ce qui est un peu un handicap à la base de ne pas pouvoir travailler en présentiel, il me semble que sur ce point-là, ça devient presque un petit bonus assez sympa à prendre en compte. Alors attention, si vous retournez bientôt en réunion en présentiel, essayez vraiment de conserver cette chose, de mettre en place par exemple la règle de ne pas se couper la parole. Alors c'était l'espace de l'accommodement, mais maintenant je vous propose qu'on découvre cet espace-là. Dans cet espace-là, vous voyez qu'on est à la fois concentré sur l'efficacité, sur les objectifs et aussi sur les relations et l'être, le bien-être. À ce moment-là, face à une problématique, eh bien, c'est notre solution qu'on va chercher ou nos solutions. Et donc, c'est l'espace de coopération dont je vous parlais tout à l'heure. Dans cet espace-là, vous voyez que les gens, que ce soit en présentiel ou à distance, généralement, sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus joyeux, ont l'impression de pouvoir contribuer, d'être pris en compte. Mais pour pouvoir créer cet espace-là, et c'est ça qu'on va voir pendant ce webinaire, il faut poser un cadre. Dans ce cadre, il va y avoir plein de choses, et c'est ce que je vous propose qu'on voit dans un instant. Juste avant ça, j'aimerais savoir si vous avez des questions à poser sur cette première partie, qui était importante pour moi puisqu'elle permettait, hop, je vais la remettre en arrière rapidement, la vision globale. Tac, hop, voilà. Qui permet de savoir vers où je souhaite vous amener pendant ce webinaire. Alors, on ne voit pas tout votre écran, votre vidéo passe devant les slides. Mince. Alors, effectivement, dans ce cas, il y a un souci technique. Alors, c'est bizarre parce que moi... Ah oui, effectivement. Mais ma vidéo cache le repli, c'est ça?
j'ai l'impression. Est-ce que cependant, vous avez des questions sur cette première partie? Je lis vos questions dans le chat. Ouais, merci Daniel de confirmer. J'utilise le logiciel Prezi et il va falloir que je regarde comment améliorer ça. Pas de questions pour Philippe. Est-ce qu'il y a des questions d'autres personnes? Et puis peut-être un petit témoignage aussi, je peux vous demander, est-ce que, comme moi, vous avez la sensation dans votre vie, dans toutes les réunions auxquelles vous participez, de passer finalement de temps en temps d'un espace à l'autre? Donc de temps en temps, d'aller vous bagarrer un petit peu dans la zone de compétition pour faire passer vos idées. De temps en temps, quand vous n'en pouvez plus, vous passez dans le repli. Parfois encore, vous essayez de mettre une bonne ambiance, vous faites une petite blague. Certains amènent les chouquettes pour améliorer pour améliorer l'ambiance. Alors, les chouquettes à distance, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez quand même utiliser certains outils, on va le voir dans un instant, qui sont fort sympathiques. Alors, je ne vois pas de questions. Alors, Nicolas, tu dis « vie en fonction de mon énergie disponible notamment ». Je ne sais pas trop à quelle question tu réponds là, du coup. Ah oui, d'accord. En fonction de ton énergie, vraisemblablement, tu bouges, c'est-à-dire que ta posture peut bouger. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille, donc dès maintenant, parce que je ne vois pas de questions apparaître, voir comment ça se passe. Quelles sont les premières choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit très concret pour vous et que vous puissiez ressortir de ce webinaire avec des choses à mettre en place tout de suite, de manière assez efficace et simple dans vos réunions d'équipe. Ah, il y a des gens qui envoient des questions et des réponses. Ah oui, alors vous utilisez les questions-réponses. Pour moi, ça va devenir compliqué parce qu'il faut que je gère tout à la fois. Merci Florence pour tes encouragements sur la technique. Emmanuel, tu es là aussi. Alors, Emmanuel, tu me demandes d'où ça vient le modèle orienté tâche et orienté relation. Alors, je ne sais pas exactement d'où ça vient, là, le modèle, le schéma que je viens de te présenter. Nous, on l'appelle le schéma de la coopération. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment essayer de permettre aux gens de voir comment dans la même réunion, je peux passer d'une posture à une autre. Et qu'en réalité, la posture qui est vraiment intéressante, sur laquelle on veut travailler pour être efficace à long terme, c'est celle de coopération et pas forcément celle de compétition. Parce que vous l'avez compris, dans la compétition, il y a souvent un gagnant, un perdant. Pas toujours, mais souvent. Et du coup, on ne s'y retrouve pas forcément. Alors, il y a Florence qui dit « Comment soigner l'accueil ?» Eh bien, c'est super, Florence. Tu fais la transition avec ce qui va venir dans un instant. Il y a Malika qui nous dit « Je reconnais bien certaines personnes. » Oui, oui. La question, c'est est-ce que, peut-être la question la plus importante, c'est est-ce que tu te reconnais toi dans tout ça? Est-ce qu'on se reconnaît dans ces différentes postures? Est-ce qu'on est capable de voir quand on va au fight lors d'une réunion et qu'au final, on se rend compte parfois après que ça ne servait à rien, ou disons que ça a servi l'idée que je défendais, mais par contre, ça a vraiment desservi l'ambiance dans le groupe. Voilà. Allez, on passe à la suite. Le repli est parfois nécessaire pour permettre au groupe de prendre l'espace dans la réunion, à mon sens. Merci Emmanuel. Oui, alors je ne sais pas si tu parles en tant qu'animatrice ou en tant que participant, qui peut être extraverti, avoir beaucoup d'idées. Je te connais Emmanuel, je sais que tu es quelqu'un qui a énormément d'idées. Et effectivement, c'est un petit peu le problème. Lorsqu'on a plein d'idées et qu'en plus on est très extraverti, on a tendance à prendre beaucoup de place dans la réunion. Et dans ce cas-là, c'est un truc qu'il va falloir mettre en place et ça va faire partie du cadre et des outils dont je vais vous parler maintenant. Dans la répartition de parole, il va falloir faire en sorte qu'on laisse un petit peu plus de place aux extravertis parce qu'ils ont besoin de s'exprimer pour mettre en place leurs idées. Un extraverti, c'est comme ça. C'est par la parole que se met en place son raisonnement. Donc, on va avoir besoin de le laisser un petit peu plus parler que l'introverti, qui lui a besoin de silence pour être au clair, réfléchir dans sa tête, et ensuite, généralement, il est beaucoup plus synthétique. Mais voilà, on va essayer de trouver une manière équitable de répartir la parole. Alors, la suite maintenant. Pour créer cet espace de coopération, on va avoir besoin d'un cadre. Donc, on va aller voir le petit post-it rouge maintenant et savoir ce qu'il y a dedans. Dans ce post-it, je vais vous parler donc du cadre à mettre en place et de la règle du jeu. Donc, il est hyper important si vous ne l'avez pas fait avec votre groupe, et ça peut tout à fait se faire sur Zoom, par exemple, en utilisant le tableau magique, là, le tableau blanc. Voilà, vous allez
poser une première question aux personnes qui composent votre groupe, c'est qu'est-ce qui est souhaitable pour vous dans cette réunion et dans nos réunions en général, puisque, encore une fois, je vous parle surtout de réunions d'équipe, donc avec des personnes qui vont se retrouver régulièrement. Donc, on va faire la liste de tout ce qui est souhaitable pour les uns et pour les autres, et je vous encourage d'ailleurs à prendre en note absolument tout. Peut-être que quelque chose est souhaitable pour quelqu'un et que ça ne l'est pas pour un autre membre du groupe, et dans ce cas-là, entendez que ce n'est pas souhaitable par la deuxième personne et dites-lui, attends, puisque ce n'est pas souhaitable, garde l'idée pour tout à l'heure, tu vas pouvoir la mettre dans une autre case, puisqu'il y a d'autres cases qui arrivent. En tout cas, je le note quand même comme souhaitable, puisque par exemple, Martine souhaite vivre ça, on va le conserver, on se rappellera que ça concerne Martine, mais que ça ne te concerne pas. Et puis, on va passer à la suite, on va demander aux gens, qu'est-ce qui est tolérable pour eux? Donc, par exemple, la personne qui a dit, ah non, non, c'est pas souhaitable pour moi, on va lui dire, ok, est-ce que c'est vraiment pas souhaitable ou est-ce que c'est intolérable pour toi? Et il y a vraiment une différence importante entre les deux. Donc, on va lister ce qui est tolérable et puis enfin, on va demander aux gens, qu'est-ce qui est vraiment intolérable pour vous? Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas? Sur quoi vous avez vraiment une objection? Donc là, on va pouvoir dire un certain nombre de choses. Voilà, c'est pour éviter de se retrouver dans cette situation émotionnelle-là. Une fois qu'on va avoir ce cadre et qu'il est partagé, moi je vous invite à faire une copie d'écran ou quelque chose comme ça, et en début de chaque réunion, de pouvoir en quelques secondes le réafficher et dire je vous rappelle la règle du jeu. Voilà, on peut projeter ça sur Zoom ou sur Teams ou sur les autres logiciels qui permettent de faire de la visio. Et puis, les gens vont se replonger, ça dure 10 secondes, ils vont avoir gardé ça plus ou moins en mémoire. Mais par contre, vous, si vous avez un grand écran, vous le mettrez dans un coin de votre écran. Et en tant qu'animateur, vous êtes vraiment garant de faire respecter ces règles-là. Alors, chose hyper importante, si vous mettez en place un tel cadre, une telle règle du jeu, et que vous n'êtes pas un bon garant des règles du jeu, c'est-à-dire que vous ne reprenez pas les personnes lorsqu'elles ne respectent pas les règles du jeu, à ce moment-là, chacun intuitivement va comprendre que on a fait un petit exercice sympa, participatif, mettre en place un cadre, mais qu'en réalité, personne ne le respecte et que ça ne pose pas de problème a priori à l'animateur. Donc, il y a un sentiment un petit peu d'insécurité qui peut se mettre en place. Et puis, les gens, certains vont plus ou moins consciemment s'amuser à dépasser finalement toutes ces limites qu'on a construites ensemble pour que ça se passe bien. Et encore une fois, si vous n'êtes pas là pour les rappeler, pour dire non merci, on ne fait pas ça, je vous rappelle, ça c'était vraiment intolérable. Voilà, ou parfois, lorsque en tant qu'animateur, on n'est pas très sûr, on peut demander au groupe, on peut dire tiens, là j'ai l'impression que ce que vient de dire Jean-Luc, ça fait partie des choses un peu intolérables qu'on avait mises au point. Est-ce que je me trompe ou vous êtes d'accord avec moi? Et puis là, vous allez laisser rapidement la parole libre pour que les gens puissent dire. Si effectivement les gens vont dans votre sens, vous pouvez revenir vers Jean-Luc pour lui dire écoute Jean-Luc, est-ce que tu es OK pour vraiment éviter ça? Tu vois, on a pris le temps de se dire qu'il ne fallait pas ça. C'est OK pour toi? Et puis vous voyez ce qu'il a à vous répondre là-dessus. Parfois, il ne va pas reconnaître que ce qu'il vient de faire, ça fait partie des choses intolérables. Dans ce cas-là, je vous invite, si Jean-Luc n'est pas dans un comportement agressif, réitéré, complexe, et que vous avez tout le temps des problèmes avec lui, à accueillir simplement ce qu'il vous dit, et il aura compris, même s'il ne le reconnaît pas, généralement, il aura compris. Si par contre le Jean-Luc en question est vraiment quelqu'un qui pose systématiquement problème, etc., à ce moment-là, je vous invite à passer à un autre type de réunion, qui est plutôt une gestion de conflit, une médiation, ou un recadrage, mais pas un recadrage dans le sens où vous êtes le manager qui a des subordonnés, mais vous êtes plutôt le manager qui va essayer de veiller sur et qui va poser la question à Jean-Luc, lui dire écoute, moi j'ai l'impression, je suis authentique avec toi, je suis honnête, que ça ne se passe pas bien, les réunions dans lesquelles tu viens avec nous, systématiquement, tu as un comportement que je trouve plutôt agressif. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je me demande comment tu vas en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu envie de travailler avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me rappelle d'une époque où ça se passait bien et puis là, il y a quelque chose. Et donc, moi, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça, c'est la posture du manager bienveillant que j'essaye de développer au travers, entre de mes formations. Alors, ce n'est pas toujours simple et puis parfois, on se sent complètement débordé. Et ça fait partie d'un autre webinaire. On en parlera plus tard. En tout cas, voilà, sur le cadre, la règle du jeu. Et puis tout à l'heure, quelqu'un mettait dans les questions comment, alors c'était, je ne sais plus trop, tiens, je vais répondre à une question. Quand tu parles de
ce cadre, de quoi parles-tu? Ce qui est souhaitable, tolérable, intolérable en termes de comportement, d'idées à débattre? Plutôt en termes de comportement, en fait, c'est assez ouvert. Si quelqu'un souhaite dire, ben voilà, moi je trouve que c'est intolérable d'exprimer des propos racistes, par exemple, la personne, si elle le dit, c'est que sans doute elle a un petit peu peur que ce soit le cas dans ce groupe. Peut-être que lors d'une réunion précédente, il y a eu des blagues racistes, par exemple, et que ça dépasse vos limites, bah, c'est le très bon moment pour poser votre limite que de faire cet exercice. Donc oui, c'est plutôt des comportements. Par exemple, généralement, moi, ce que j'entends beaucoup dans les groupes dans lesquels je fais ça, c'est ce qui est intolérable, par exemple, c'est se couper la parole, c'est s'invectiver. Donc après, j'essaie de creuser un petit peu qu'est-ce qu'on appelle s'invectiver. C'est exprimer sa colère en exprimant des jugements sur l'autre. Donc exprimer sa colère, ok, c'est tolérable, mais en parlant de soi, en je. On va essayer d'éviter ce qui est intolérable. Les gens parfois me disent c'est les gens qui parlent en on, parce qu'on ne sait pas qui c'est le on. Et puis parfois on se sent inclus dans un truc alors qu'on n'a pas du tout envie d'être inclus dedans. Euh, voilà. Dans l'intolérable, il pourrait y avoir aussi la notion de confidentialité. Si aujourd'hui on va échanger des idées sur quelque chose qui est un peu difficile dans le groupe et qu'on n'a pas envie que toute l'entreprise soit au courant de la position qu'on a prise à un moment donné, on peut demander la confidentialité. Donc ça va se retrouver dans la première catégorie, ce qu'on souhaite. Et puis dans l'intolérable, ce serait que certaines choses soient répétées, voire déformées auprès des autres équipes de notre entreprise, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, j'ai une autre question de Raphaël qui me dit comment gérer la vidéo dans les réunions Zoom, comment faire avec ceux qui ne mettent jamais leur vidéo, créant systématiquement un décalage avec les autres, une sorte de mise en retrait. Eh bien, Raphaël, comme je le disais en introduction de ce webinaire, ce n'est pas un webinaire spécialisé sur la partie technique. J'ai, comme toi, été confronté à ce problème-là en animant une formation avec des étudiants. Il se trouve que le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonne connexion, qui, pour de bonnes raisons, sans doute, peut-être pas toujours, mais sans doute la plupart du temps, pour de bonnes raisons, coupent leur vidéo. Et je suis très ennuyé comme toi. Créer de l'interaction avec des gens que je ne vois pas, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, on peut utiliser des petits outils comme le chat, comme aujourd'hui, il y a la case questions-réponses, mais là, qui est plus pour les webinaires. Effectivement, c'est plus compliqué. On peut poser des questions et puis interroger une personne et l'écouter même si on ne la voit pas. Vous allez voir que, par exemple, dans les tours de cercle, on utilise beaucoup le tour de cercle dans les réunions coopératives. Eh bien, on va faire ça. On va demander systématiquement à chacun. Donc, on va appeler la personne et puis on voit. Alors, si elle n'a pas sa vidéo et si elle ne répond pas à nos questions, il faudra comprendre que peut-être elle est partie fumer sa clope ou faire autre chose pendant la réunion. Donc là, effectivement, ce n'est pas chouette. Peut-être un autre petit truc que je peux te donner, Raphaël, c'est en dehors de la réunion, contacter la personne et puis lui dire, écoute, est-ce que je peux t'aider est-ce que tu as moyen de trouver une meilleure connexion? Parfois, les gens ne savent pas, mais avec un smartphone, on a la 4G parfois chez soi et une super connexion en 4G qui permet d'avoir la vidéo et le son, alors que la connexion ADSL, par exemple, n'est pas encore super bonne. Voilà. Pour ceux qui ont la joie, comme moi aujourd'hui, d'être en fibre, ce n'est plus un problème. Mais il y a encore plein de gens qui n'ont pas cette possibilité. Allez, j'avance un petit peu, parce qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur comment introduire la réunion. Donc, je vous ai parlé du cadre, mais je voulais vous parler aussi de cette chose. C'est un petit outil qui est hyper important à mes yeux. Et je vois plein de groupes encore aujourd'hui qui ne l'utilisent pas, qui ne prennent pas ce temps-là. Et ce temps-là n'est absolument pas perdu. J'en veux pour preuve, si tant est qu'il y a besoin d'apporter une preuve, un chercheur, alors j'ai oublié son nom, qui expliquait qu'en fait, pour rendre une réunion ultra efficace, il fallait prendre un tiers du temps. Imaginez, un tiers du temps, c'est énorme. Un tiers du temps pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ordre du jour. Quelque chose qui soit de l'ordre du team building. Quelque chose, une petite activité qui permette de resserrer les liens entre les gens pour qu'ils s'apprécient. Et une fois que les gens seront dans une ambiance de confiance, qu'ils s'apprécieront, les 2 tiers de réunion qui restent seront beaucoup plus efficaces que si on avait passé toute la réunion à être concentré sur l'ordre du jour, à être uniquement concentré sur le mental, sur les idées. Voilà. Donc, dans les réunions à distance, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une ronde d'ouverture qu'on appelle aussi le check-in ou bien la météo intérieure, en particulier pour ceux qui connaissent la communication non violente. Ça devrait vous parler, cette notion de météo. Alors, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est un petit outil que vous pouvez commencer très rapidement. Je vous invite à commencer par un temps de centrage. Alors, je sais, tout le monde n'est pas super habitué à méditer, par exemple, mais c'est vrai que les personnes qui méditent, pour elles, ça va être super simple d'animer ce genre de choses parce qu'elles comprennent l'intérêt. Si vous n'avez jamais médité, peut-être que ça va être un outil avec lequel vous allez avoir un petit peu plus de mal. Mais en réalité, c'est très simple. Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans les groupes que j'anime, c'est dire aux gens, voilà, je vous invite pendant 1 minute à vous asseoir confortablement dans votre siège, à fermer les yeux, à respirer à fond. On attend une petite minute. Je peux mettre une petite musique, par exemple, pendant 1 minute. Certains utilisent un bol tibétain pour faire sonner le bol, et puis le son du bol est super agréable à l'oreille. Ensuite, on laisse se passer 1 minute. On peut faire l'exercice soi-même. Et au terme de la minute, lorsqu'on ouvre les yeux, on attend que tout le monde ait ouvert les yeux. Voilà. Et au terme de la minute, on va faire un tour de cercle. Lorsque j'anime ça dans un groupe qui n'a jamais encore utilisé ce petit outil, eh bien, je commence pour montrer l'exemple. Et puis, je vais pouvoir partager, j'invite les gens en tout cas à partager leurs émotions positives, agréables, leurs émotions désagréables aussi. Et puis, s'ils ont des émotions désagréables, peut-être à formuler les besoins qui seraient insatisfaits chez eux. Voilà, donc il y en a d'ordre très multiples. Et là encore, les personnes qui font de la communication non violente vont bien comprendre ce dont je parle parce que l'exercice de la CNV, c'est précisément ça. Et puis ensuite, je vais inviter les gens à pouvoir partager, s'ils le souhaitent, d'où viennent ces émotions, en particulier désagréables ou agréables. Est-ce que c'est en lien avec leur vie privée? Et c'est OK qu'on puisse partager un petit peu de sa vie privée, même dans le cadre du travail. Alors, je sais que pour certains, ça c'est absolument à bannir. Désolé. Dans les groupes qui veulent fonctionner de manière coopérative, on considère que chaque membre est un être humain et que chaque membre est doté d'émotions. Donc oui, les émotions ont leur place dans le champ du travail. Messieurs, dames, il faut qu'on se le dise. Oui, les émotions ont leur place dans le champ du travail. Voilà. Et c'est terrible d'être dans une organisation où un manager et puis du coup l'ensemble de l'équipe pense que non, il ne faut jamais montrer ses émotions. Mais comment vous faites, vous, quand vous êtes, je ne sais pas moi, en pleine séparation ou en deuil, vous arrivez au boulot, vous n'êtes pas bien du tout, votre meilleur ami vient de décéder, et alors quoi, vous êtes capable, vous, de mettre vos émotions de côté? Alors, si vous en êtes capable, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui arrivent, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire. Donc, pourquoi essayer de forcer des gens à faire des choses qui sont inhumaines, voilà, pour entrer dans un espèce de cadre qui est du coup pas très bienveillant, parce qu'il ne prend pas en compte une partie de nous-mêmes? Moi, j'invite plutôt à dire, voilà, il ne faut pas que les émotions prennent toute la place, on ne veut pas qu'elles nous dictent tout ce qu'on doit faire dans le boulot, mais avoir un sas pour pouvoir les déposer et pour pouvoir dire, en ce moment, ça ne va pas. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens fatigué, j'ai mal dans le dos, et puis à la maison, ça ne va pas fort. Voilà, je n'ai pas forcément besoin d'en dire plus, mais le fait de l'avoir déposé, ça va me permettre de me sentir un peu plus disponible. Et puis, ça va permettre aussi une chose super, c'est que les collègues qui sont autour, lorsqu'ils entendent ça, du coup, ils ont l'information. Et dans les temps autres que les formations, ils vont pouvoir vous contacter. Quand on est en présentiel, c'est plus simple, on a la pause café, on s'octroie des moments comme ça peut être la pause midi. Quand c'est en distanciel, ma foi, j'ai une amie là, qui me disait dernièrement, elle n'en peut plus de bosser toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte pendant ses pauses ses collègues et elle se débrouille. Alors, elle est fumeuse, elle va dans son garage fumer sa cigarette, elle prend son smartphone et elle contacte ses collègues pour dire dis donc, j'aimerais bien, pendant 5 minutes, on prend la pause ensemble, puis on discute. Voilà. Et pendant la discussion, si on a entendu en ronde d'ouverture que la personne avait des soucis, on va pouvoir lui donner un peu d'empathie, un peu de soutien, un peu l'écouter. Voilà. Et ça peut changer beaucoup de choses. Alors, vous verrez, donc oui, on peut parler de la vie privée, mais aussi de la vie professionnelle. Parfois, on peut avoir des émotions super agréables en lien avec un projet qui vient de se terminer et pour lequel vous avez reçu les félicitations d'un client. Dites-le pendant la ronde d'ouverture. Si ça vous met en joie d'avoir reçu des compliments, dites-le. Et tous vos collègues seront super heureux d'entendre que voilà, ça fonctionne bien pour vous et ça leur donnera envie de vivre la même chose eux aussi. Voilà. Donc pensez-y, les choses désagréables qu'on vit, c'est important de les déposer pour un peu se libérer et puis que les autres peut-être puissent venir en soutien. Et les choses agréables, en fait, lorsqu'on partage des choses positives, l'énergie positive se diffuse dans le groupe.
Donc, ne soyez pas avare lors des rondes d'ouverture, s'il vous plaît. Si tout va bien dans votre vie, si c'est génial, si vous venez de rencontrer une personne formidable et que vous êtes tombé amoureux, etc., mais dites-le à vos collègues. Vous verrez comment les sourires sur les visages vont apparaître et comment finalement ça va participer, cette ronde d'ouverture, à créer du lien entre vous. Parce qu'on est des êtres humains et qu'il y a plusieurs dimensions dans l'être humain, entre autres cette dimension émotionnelle qui est hyper importante si on veut se sentir bien à long terme dans un groupe. Alors, je veux bien vos réactions dans le chat sur ce point-là, dans le chat ou dans questions-réponses, puisque j'ai ouvert les deux et que je peux les lire. Et si vous avez des questions à cet endroit-là, je suis preneur aussi. Alors, je vois Florence qui me soutient en disant « Yes !» Nicolas, c'est dur de gérer ça en animation. Comment rebondir derrière quelqu'un qui nous dit qu'elle ne va pas bien? Eh bien, Nicolas, en fait, la réponse est assez simple. Généralement, dans la très grande majorité des cas, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas à rebondir. Si la personne nous dit, voilà, en ce moment, ça ne va pas très bien, etc., en tant qu'animateur, je t'invite à sentir, OK, est-ce que la personne a besoin qu'on prenne vraiment soin d'elle sur le point qu'elle vient d'exprimer pour pouvoir rentrer dans le travail avec nous, ou alors, est-ce que c'est OK? Alors, je connais un groupe qui, lui, ne lâche jamais rien et qui ne commence jamais ses réunions. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Et je vous jure qu'ils sont hyper efficaces. Je fais de la pub. Le groupe, c'est le Mankind Project. C'est voilà, une communauté d'hommes dont je fais partie. Et en fait, c'est extraordinaire ce qu'on y vit, c'est-à-dire qu'il y a cette ronde d'ouverture et puis il y a d'autres process qui vont encore beaucoup plus loin, mais là, c'est extraordinaire, mais c'est unique, quoi. Il crée ce qu'on appelle un container sûr, c'est-à-dire on vérifie que tout le monde se sente bien avant de commencer. Et donc, on va chercher n'importe quel petit truc qui gênerait n'importe quel d'entre nous et on va trouver un rituel pour générer du positif, pour aider la personne à dépasser ce petit truc qui la chagrine. Alors, parfois, c'est des gros trucs dans la vie de tous les jours, mais on va demander à la personne, écoute, on ne peut pas changer la situation. Est-ce que tu te sens disponible là pour commencer notre réunion ou pas? Est-ce que c'est OK pour toi qu'on y aille? Ou alors, tu as besoin de temps pour toi et peut-être tu préfères te retirer et ne pas participer, par exemple, pour pouvoir faire quelque chose qui va te permettre de te sentir un peu mieux. Est-ce que tu souhaites que l'un d'entre nous te donne de l'empathie et aille discuter dans une autre, sur un autre canal, sur Zoom ou autre? On peut inventer des petites choses comme ça, mais dans la plupart du temps, vraiment dans 95% des cas, Nicolas, ce que tu verras sans doute, en tout cas moi, c'est ce que je vois, c'est que les gens disent « Non, non, voilà, j'avais besoin de le déposer, maintenant c'est bon, je suis avec vous, on y va. » Voilà. Donc, en tant qu'animateur, pas grand-chose à faire de ce point de vue-là, sinon être à l'écoute et considérer, c'est mon formateur en sociocratie, un Québécois, qui disait, et j'aime beaucoup cette phrase, donc je vais vous la dire en québécois, « D'abord la communauté et ensuite le travail. » Donc, en fait, derrière cette phrase, ce qu'il disait et que je trouve très juste et ce qui me parle, c'est d'abord on prend soin les uns des autres. Donc, c'est d'abord l'axe horizontal dont j'ai parlé tout à l'heure, et ensuite, on se focalise sur nos objectifs. Et plus notre axe horizontal sera béton, plus on sera loin dans la confiance, dans la bonne ambiance entre nous, plus on pourra aller très haut et très rapidement dans l'atteinte de nos objectifs. Vous l'avez tous vécu, lorsque dans un groupe, les gens ne s'entendent pas, bizarrement, on est quand même vachement moins efficace. Voilà. Donc ça, c'est une super stratégie. Prendre du temps au début de réunion pour vérifier que tout le monde va bien. Et ensuite, ça fonce. Et ouais, j'ai été très surpris au MKP, par exemple, de faire une réunion en visio. Et en fait, sur 1h30, on n'avait vraiment pas énormément de temps. On a dû passer, je ne sais pas, plus d'1 heure, en fait, à construire ce container de sécurité. Et à la fin, c'était super rapide. Tout le monde était à l'aise, tout le monde avait pu déposer ce qu'il avait à déposer au départ. Il y avait un ordre du jour, on l'a déroulé, ça a été super rapide. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Nicolas. Il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Malika, il faut peut-être faire attention aux personnes un peu centrées sur elles qui parlent de leurs problèmes. Alors, c'est vrai, tu as raison, Malika. J'ai entendu parler de groupes qui sont tombés dans un travers de ce que je vous propose là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tombés dans de la thérapie de groupe. Plutôt que d'être un groupe de travail, tout le monde a commencé à pleurer pendant les réunions et à
et à s'épancher les uns sur les autres, sur leurs problèmes, etc. Et donc, ça n'a pas bien fonctionné. Ils ont décidé de changer complètement de manière de faire. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est bah oui, à un moment donné, on s'est laissé dépasser, on est tombé dans de la thérapie de groupe, mais sans thérapeute. Et là, on n'était pas outillé, on ne savait pas comment faire. Donc, effectivement, il y a ce risque, mais globalement, si l'animateur que vous êtes sait faire la part des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et dans ce cas-là, bah, si quelqu'un vit un deuil, vit une séparation, vit quelque chose qui est extrêmement douloureux pour lui ou pour elle, on peut tout à fait lui dire, écoute, je t'invite à sortir du coup, et puis on tiendra au courant, on t'enverra le compte-rendu. Voilà, mais va prendre du temps pour toi, et puis tu nous rejoins un petit peu plus tard. Ou est-ce que quelqu'un dans le groupe qui s'entend bien avec lui pourrait l'accompagner pour faire un tour? Et parfois, le simple fait de faire un tour pendant 15 minutes, vider son sac, ça peut faire énormément de bien et permettre de revenir dans la réunion. Alors, à distance, bien sûr, on ne va pas faire le tour, mais on se met sur un autre canal où on crée je ne sais plus comment ça s'appelle, une classe virtuelle, et puis on va discuter. Voilà. Donc, c'est un risque, effectivement, Malika, mais quand même, c'est assez rare. Pas toujours facile de prendre ce temps lors d'un CA avec un ordre du jour bien chargé. Oui, cher spectateur anonyme, non, c'est Catherine, du coup, il y a quand même ton prénom. Oui, alors, il y a un truc qu'il faut éviter de faire, c'est blinder les ordres du jour. Et du coup, ça tombe bien, ça fait ma transition vers ce qui va venir juste après. Ah oui, j'avais mis cette photo pour vous montrer que pour moi, c'est important. Dans tous les milieux, en fait, on peut faire cette ronde d'ouverture, ce check-in. On a tendance à croire que ça pourrait être dans certains milieux plutôt, je sais pas, plutôt alternatifs, par exemple. Alors oui, les gens qui sont dits alternatifs sont très friands de tous ces outils-là. Mais en réalité, tout à chacun, dans n'importe quel type d'entreprise, peut tout à fait vivre cette chose-là. Ça peut paraître incongru dans certains lieux, mais si ça vous paraît incongru, c'est que vous n'êtes pas prêt, vous ne vous faites pas confiance. Si vous voyez l'intérêt de cet outil, faites-le ne serait-ce qu'une fois. Proposez de le tester, et puis en faisant un petit bilan à la fin de réunion pour dire, bon, c'était bien, c'était pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? Mais si vous êtes animateur, s'il vous plaît, essayez quand même de vous tenir à le tester une première fois vraiment bien, d'être à l'écoute de votre équipe. Et ce n'est pas s'il y a une ou deux personnes qui critiquent un peu l'outil qu'il faut le laisser tomber. Il faut commencer une deuxième fois. Revenez vers ces personnes. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah non, non, alors moi, j'aime pas du tout ça. Hein. Moi, j'aime pas votre truc. » Je dis « Ok, mais si ça dépasse pas tes limites, est-ce que tu es OK pour le tester ?» Ouais, ouais, mais faut pas qu'on le mette en place de manière pérenne. OK. Et puis à la fin, je dis alors comment c'était? Ouais, non, mais moi, j'aime pas ces trucs-là. Très bien. On le repropose une deuxième fois, puis une troisième fois, et au bout d'un moment, la personne nous dit, et j'ai eu un cadeau comme ça dernièrement chez un client, ben, moi qui étais très réfractaire à ces techniques, aujourd'hui j'en vois l'intérêt, et j'ai décidé même d'utiliser les outils dans les réunions que j'anime. Donc là, lorsqu'on vous fait un cadeau pareil, c'est que c'est gagné. Allez, j'avance parce qu'il y a plein d'autres choses à vous partager. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Ensuite, vous voyez qu'il y a les jeux coopératifs. Alors, j'ai décidé pendant ce webinaire de ne pas trop développer ça, mais il y a plein d'icebreakers, les jeux brise-glace et les jeux coopératifs qu'on peut utiliser pour permettre de créer encore ce fameux lien, pour aller un petit peu plus loin que la ronde d'ouverture dans la création du lien et donc prendre soin de mon axe horizontal avant de passer à l'axe vertical. Et donc, ben vous l'avez vu, maintenant, c'est l'ordre du jour participatif. Donc, tout à l'heure, quelqu'un disait pas toujours facile de prendre ce temps lors d'un CA avec un ordre du jour bien chargé. Oui, c'est vrai que si vous n'avez pas souvent de CA, bah, vous chargez, vous blindez vos ordres du jour et du coup, c'est le stress. Vous courez après la montre et puis vous êtes généralement assez déçu de ce qui se passe et vous n'avez pas pris soin de l'axe horizontal. Donc, mettez-en beaucoup moins dans vos ordres du jour. S'il faut prendre que 3-4 points, tant pis, mais faites-les bien et vérifiez systématiquement à chaque point que vous mettez à l'ordre du jour si c'est si important que ce soit présenté devant vos administrateurs. Voilà. Je sais, quand on est salarié, on a parfois besoin de se sécuriser et de poser la question aux administrateurs sur plein de choses, mais lorsqu'ils n'ont pas le temps, priorisez et acceptez de devoir prendre un certain nombre de décisions, quitte à les en informer par mail, mais à ne pas débattre de tout lors de vos réunions. Alors, comment faire pour créer un ordre du jour participatif? Cette technique, je l'appelle le pêle-mêle. Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe? Hop, pardon. Hop, c'était mon téléphone. Alors, première chose, je vous invite
à demander à chacun, à tour de rôle, de donner une idée. Il a décidé d'en parler, mais ce n'est pas le bon moment et ça sonne. Voilà. Alors, à tour de rôle, vous allez demander à chaque personne le sujet qu'elle souhaite aborder. Donc, Martine, premier sujet que tu souhaites aborder. Si possible en une phrase, éventuellement une petite explication, mais très succincte. On n'aborde pas le sujet, on écoute juste. Alors William, je crois que tu es sur Internet, sur Facebook. Je ne peux pas te parler maintenant, désolé. Tu veux sans doute me faire passer un message qu'il y a quelque chose qui coince au niveau technique. Mais je suis désolé, je ne peux pas te prendre maintenant. Voilà. Et puis, vous allez demander à Martine ensuite, est-ce que sur ce sujet-là, ce que tu souhaites, c'est demander une info à quelqu'un ou nous donner une info? Donc, dans ce cas-là, c'est un point info. Est-ce que tu vois un problème et tu souhaites qu'on ait un échange pour partager notre vision du problème éventuel? Est-ce que tu veux qu'on élabore une proposition face à une situation problématique ou est-ce que tu as une proposition peut-être et tu veux qu'on prenne une décision? Et dans ce cas-là, on va noter tout ça. Vous allez voir comment dans un instant sur un tableau. Donc, on va inviter la personne à clarifier qu'est-ce qu'elle attend en fait sur le sujet qu'elle veut aborder. Et puis ensuite, on va lui demander quel est le temps maximum que tu veux qu'on passe sur ton sujet. On va bien lui demander le temps maximum. Et nous, on va tenir la montre ou on délèguera à quelqu'un, un maître du temps dans la réunion, en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider ?» Moi qui vais animer la réunion, en me disant un petit peu si on respecte le timing ou pas, et on évite, tant que faire se peut, de dépasser trop le timing qu'on s'est donné en faisant ce pêle-mêle. Et enfin, on va demander aux gens de prioriser, mais pour vous expliquer ça un peu mieux, je vous montre ce petit visuel. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Et ouais, je suis désolé, j'ai l'impression que, hop, ben oui, avec ma photo, vous ne voyez pas tout ce qui apparaît sur mon Prezi, donc ce sera amélioré à l'avenir. J'en profite pour vous dire que cet outil est assez précieux, Prezi, pour les personnes qui souhaitent, comme moi aujourd'hui, à la fois qu'on voit et puis à côté qu'on ait des visuels. Ils ont énormément amélioré leur logiciel, donc c'est Prezi, P-R-E-Z-I. Voilà, il y a une version gratuite et puis une version payante. Ils ont fait un super boulot, ils continuent de développer, c'est vraiment super. Il y a d'autres trucs qui sont sympas, par exemple, là je me suis acheté la Logitech 920, je crois, qui est l'une des meilleures webcams du marché actuellement, alors qui est difficile à trouver parce qu'avec la visioconférence, maintenant tout le monde se l'est acheté et elle n'est pas trouvable partout. En tout cas, elle a un petit logiciel Logicapture qui permet de faire plein de choses intéressantes. Alors, je ne maîtrise pas encore très bien, je n'ai pas pu vous montrer ça aujourd'hui, mais je compte bien faire ça lors d'un prochain webinaire. Alors, je reviens à mon tableau. Sur le tableau, vous avez qui? Donc là, vous avez par exemple Élie, Nathalie, Yanis, Élie. Et comme je vous ai dit, puisqu'on fait à tour de rôle et que chacun donne un sujet, eh bien, tac, ça tourne. Et puis chacun, normalement, alors si on est 10, ça fait potentiellement beaucoup de sujets, mais on peut avoir 10 sujets. Puis on fait un deuxième tour pour vérifier s'il y en a d'autres. Ce qui fait que chaque personne est porteur d'un sujet. Ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque vous êtes animateur, que vous avez fait l'ordre du jour tout seul et que vous dressez le tout et que vous animez tout, mais vous maîtrisez un peu trop les choses. Là, vous allez déléguer aux personnes le fait d'être responsable de leur sujet. Donc ensuite, sous le mot sujet, alors attendez, voilà, ici, vous voyez que là, on avait Slack stagiaire, parcours en G, démarche participative, Google Agenda, etc. Donc, on a le sujet qu'on veut aborder. Le quoi, c'est ce que je vous disais en point 2. Est-ce que c'est de l'information, de l'élaboration de propositions, de la décision ou de l'échange? Le timing, c'est le temps maximum qu'on veut passer sur la chose. Et puis ensuite, la priorité. Alors, si on est un tout petit groupe, on peut se dire, bon, quels sont les sujets prioritaires qu'on veut absolument aborder? Et du coup, on va les mettre en début de réunion pour vraiment avoir le temps. Si on est un grand groupe, ce qui m'est arrivé de faire, c'est pour ça qu'on vous a montré sur le tableau, on utilise des petits bâtons. Et on dit aux gens, voilà, vous avez, par exemple, on a le temps pour 5 sujets dans notre réunion. Vous avez la possibilité de voter 5 bâtons pour le sujet qui est vraiment prioritaire pour vous, 4 bâtons pour le deuxième sujet le plus prioritaire, 3 bâtons pour le troisième, 2 bâtons pour le quatrième et 1 bâton pour le cinquième. Voilà. Et du coup, vous faites vos petits calculs et puis vous allez voir qu'il y a des sujets qui vont ressortir. C'est les sujets que vous allez aborder en priorité dans votre réunion. Voilà. Alors, ça, c'était l'ordre du jour. Est-ce qu'il est réalisé en amont? Non, il n'est pas réalisé en amont. L'idéal, c'est de le faire en début de réunion. Donc, juste après le check-in, la ronde d'ouverture, éventuellement après les jeux coopératifs, on prend ce temps-là. Ça peut durer 10, 15 minutes.
ça fait partie de la construction de notre groupe coopératif. Ça fait partie aussi de ce nouvel esprit qu'on va donner à nos réunions, c'est qu'il n'y a plus une personne qui manage tout et qui contrôle toutes les réunions, mais on demande vraiment à chacun de participer en disant ce qui est important pour lui. Voilà. Prezi est accessible en dehors de Mac, oh oui, oui, sans doute, ouais, je suis quasiment sûr. Et puis Daniel, tu me dis c'est flou, alors c'est peut-être mon visuel qui est flou, effectivement il n'est pas très grand, il faudra peut-être que je revoie ça les prochaines fois. Alors Daniel, tu me dis aussi, cela me semble difficile dans un contexte de réunion avec un groupe de clients, personnes d'une même entreprise, pour une réunion pro par exemple d'expliquer des sujets en réponse à un appel d'offres. Ah oui, alors là, je parle bien des réunions d'équipe, tu vois, aujourd'hui. Le type de réunion dont tu parles, c'est très différent. Alors, suivant ce que tu fais, moi, je me suis permis le culot de temps en temps, devant des clients que je ne connaissais pas du tout, de leur dire, écoutez, puisque généralement, ce qu'ils m'achètent, c'est justement de la prestation, d'animation, de formation ou de conseil, eh bien, je leur dis, si vous le souhaitez, je vous montre quelques-uns des outils que j'utilise. Et puis, effectivement, je sors un de mes outils. Donc, ça peut être la ronde d'ouverture, ça peut être le pêle-mêle éventuellement, même si ce genre de réunion dont tu parles, appel d'offres, c'est assez cadré, je ne me risquerai pas trop avec ça. C'est vraiment plus pour les réunions d'équipe. Mais en tout cas, je m'inspire des outils coopératifs pour les montrer aussi à mes clients. Et après, tu me dis, d'autant que sont généralement en relation indépendamment de moi, ce type d'échange est plus réaliste avec une personne cliente qu'avec un groupe. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que tu veux dire, Daniel, mais je rappelle que ce webinaire, il est vraiment fait pour vous donner des outils assez simples et clairs sur les réunions d'équipe. Bon. Allez, j'avance pour essayer de tenir le timing. Alors, on ne va pas voir, pardon, je vais vous montrer donc, les autres post-it. Donc, vous voyez que derrière chacune des catégories qu'on a vues, donc information, élaboration de propositions, décision ou échange, il va falloir utiliser des outils participatifs, dynamiques, qui vont nous permettre d'entrer en intelligence collective et des outils qui soient adaptés à chaque objectif qu'on souhaite mettre en place. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer ça. Ça fait partie des formations que je donne et je pense que je ferai un autre webinaire bientôt pour vous en parler. Mais j'aimerais qu'on se concentre maintenant. Alors oui, pardon, qui a fait les outils adaptés. La gestion équitable de la parole. Je vous en ai parlé un tout petit peu en début de webinaire. La notion d'officier de cercle, bah oui, si on est tout seul à animer, c'est plus difficile que si on se répartit un petit peu les rôles, donc on peut se faire aider, mais voilà, je n'ai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. Et puis, on peut avoir aussi des outils sur la fermeture, comment on clôt notre réunion, un petit peu dans l'esprit de la ronde d'ouverture, on peut faire une ronde de clôture. Maintenant, j'aimerais qu'on voit qu'est-ce que vous pouvez faire seul, donc. Et alors là, si au niveau technique, j'arrivais à changer mon truc, je crois que je vais pouvoir y arriver. Regardez ça. Non, pas sûr. Alors, si je fais comme ça va être tout petit, hein. Ça ne va pas être génial. Tac. Voilà, je vais faire comme ça. Et là, vous allez voir. Donc, tac. Première chose que vous pouvez faire, c'est, comme on l'a vu en première partie de ce webinaire, améliorer votre posture en passant plus de temps sur les relations et l'être. Voilà, en étant plus focalisé, plus ouvert, plus conscient de ce qui se passe, en observant le non-verbal de vos collègues. Alors certes, parfois à distance, c'est plus compliqué, mais je vous jure que parfois, on voit qu'il y en a un qui fait la tête et dans ce cas-là, on peut lui poser la question, « Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Je vois qu'il y a quelque chose qui semble pas aller fort. Voilà. C'est la première chose qu'on a vue tout à l'heure. La deuxième chose qu'on a vue, c'est poser un cadre, si possible, co-construit, et on peut l'afficher et revenir dessus à chaque réunion pour bien le faire respecter. On peut aussi animer une ronde d'ouverture, une météo, selon le terme qu'on veut utiliser pour expliquer ça. Et enfin, vous pouvez tester le pêle-mêle en essayant de mettre en place votre petit tableau sur un paperboard quand on est en réunion dans une salle en présentiel. Et puis, vous pouvez le faire directement sur un Google Drive, par exemple. Alors, les
a les adorateurs, un peu comme moi, du Google Drive, parce que je trouve que vraiment c'est assez idéal comme outil, c'est vachement bien fait. Pour ceux qui détestent les GAFA, je vous invite à utiliser d'autres outils comme les Framapad, que je trouve moins jolis, mais voilà, qui sont quand même, que vous pouvez utiliser. Et puis, il y a d'autres outils qui émergent de plus en plus en ce moment, où tout le monde peut être sur un lien, donc en plus de la vidéo, avoir une fenêtre de votre navigateur ouverte, où vous voyez l'ordre du jour qui commence à s'écrire et où la personne qui va jouer le rôle de secrétaire va pouvoir d'ailleurs prendre les notes en direct. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire dès cet après-midi pour les plus courageux d'entre vous et c'est ce pourquoi vous n'avez pas besoin d'aide plus que ça. Alors, bien sûr, si vous testiez les choses en formation, ça vous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise sur tous ces outils-là. Et de toute façon, essayez et demandez l'indulgence de vos collègues si vous n'êtes pas sûr de vous en disant voilà, je teste un truc, je viens de voir un webinaire, j'aimerais bien essayer. Vous me direz à la fin si ça fonctionne bien ou comment on fait pour l'améliorer. Voilà. Et puis maintenant, comment aller plus loin? Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Alors, le premier pas que vous pouvez faire, c'est vous inscrire éventuellement sur mon site internet. Il y a une petite fenêtre si vous allez sur la page d'accueil qui s'ouvre. Et si vous mettez votre adresse mail, ça vous permet de recevoir régulièrement nos newsletters. Donc, vous avez l'adresse du site ici. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec moi pour un rendez-vous conseil. C'est gratuit. Il suffit de m'envoyer un petit mail à ycamu@cohesion-int.com, ou alors de m'envoyer un petit SMS ou un coup de fil au 06 08 24 08 60. Vous aurez mon numéro dans un instant. On prend le temps pendant une demi-heure de discuter un peu de votre situation et puis je vous donne quelques billes pour imaginer peut-être une stratégie à mettre en place. Et dans la stratégie, ce que vous pouvez éventuellement à quoi vous pouvez d'ores et déjà réfléchir, c'est former votre équipe. Donc en intra, vous me faites venir chez vous et je forme toute votre équipe sur ces techniques d'animation-là, mais ça peut aller beaucoup plus loin puisque je suis spécialiste en intelligence collective, en gouvernance sociocratique. Donc on peut mettre en place des tas d'autres choses qui vont consolider tout ce cadre coopératif dont je vous ai parlé en première partie. Et puis sinon, on peut aller aussi jusqu'à élaborer ensemble une stratégie de mise en place dans le long terme, donc plutôt que de faire une formation intra ponctuelle et puis après vous laissez vous débrouiller, c'est plutôt réfléchir ensemble à comment on peut faire pour ne pas vous faire perdre trop de temps parce que vous avez plein de choses à faire. Donc on va faire des interventions ponctuelles, mais plusieurs interventions ponctuelles dans la durée avec une stratégie pour que les personnes qui font partie de votre équipe, si vous êtes très sensible à ça et que vous les sentez moins sensibles, pour d'abord les sensibiliser, leur donner envie de s'intéresser. Il faut absolument qu'ils fassent quelques expériences positives pour qu'ensuite ce soit eux qui soient demandeurs d'aller plus loin. Voilà. Et lorsque votre équipe est demandeuse d'aller plus loin dans la coopération, alors là c'est gagné. On va pouvoir mettre en place des formations, on va pouvoir mettre en place tout un tas de choses pour transformer vos réunions, mais transformer aussi la posture des managers, pour revoir votre organigramme, et vous allez voir ô combien vous allez vivre dans un monde complètement différent. Alors Solange, tu es en train de nous quitter, c'est normal, il est 13h58. Pour les personnes qui doivent nous quitter, encore 2 minutes si vous pouvez, j'avais prévu, de vous demander dans le chat ou dans le question-réponse, comme vous voulez, de mettre vos réactions positives sur ce webinaire. C'est un petit peu ce qu'on fait en ronde de clôture. On invite chacun à la fin des réunions à dire comment s'est passée la réunion pour toi. Donc, je vous invite à dire si vous avez apprécié des choses, qu'est-ce que vous avez apprécié. Moi, ça va être un retour positif sur ma prestation qui va me permettre de gagner confiance en moi et c'est hyper important. Donc, ne soyez pas avare d'éloges sur ce fabuleux webinaire. C'est mon anniversaire en plus, donc profitez-en. Dites-moi des choses positives, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, il faut être capable, lorsqu'on reçoit du positif comme ça, d'accueillir aussi les choses un peu plus critiques. Donc, vous pouvez me lancer des défis. En gros, ce sont des petites critiques, mais sous forme de défis, c'est plus sympa à recevoir. C'est tiens, Yannick, je te lance le défi la prochaine fois de faire des visuels un peu plus visibles ou de faire en sorte que ta photo ne cache pas tes visuels ou de parler plus fort ou le son n'était pas terrible ou alors ce n'était pas très clair. Enfin bref, toutes les critiques que vous pouvez faire, lancez-moi des défis et puis je les prendrai comme quelque chose de très aidant. En psychologie positive, il est dit que pour pouvoir entendre une critique négative, il faut entendre 5 compliments auparavant. Donc, je vous invite à balancer tous vos compliments dans le chat et aussi
vos défis. Pour les personnes qui souhaitent rester un peu plus longtemps, je me rends disponible encore 15 minutes pour rester avec vous, pour répondre à vos questions. Donc, on va laisser les quelques personnes qui doivent s'en aller laisser leurs commentaires positifs, leurs défis. Et puis, je vous souhaite une heureuse vie, travaillez bien, si possible en mode coopératif, faites comme vous pouvez. Si vous êtes dans une organisation et que vous n'avez pas la main sur l'organisation et l'animation des réunions, ma foi, ça devient compliqué, mais essayez d'en parler à votre manager de ce que vous avez découvert ici. Le replay, chose importante, je vais créer un replay, il sera sur mon site internet et vous allez recevoir un lien si vous avez participé à ce webinaire. Donc peut-être vous pouvez envoyer le lien vers le replay pour que votre manager, qui peut-être est moins sensible que vous, découvre ça et puis s'intéresse doucement à cette question de coopération. Parce qu'au final, ce qui est très important pour moi, c'est de bien comprendre qu'on a tous à y gagner. Donc certes, j'entends que certaines personnalités ont du mal avec ces outils un peu innovants. Il y a des gens, on le sait, qui ont du mal avec le changement, etc. Mais observez ce qui se passe dans votre groupe. S'il y a des choses qui ne sont pas idéales par rapport à ce que vous aimeriez vivre, alors je vous invite à faire un petit changement, une petite ronde d'ouverture, rien que ça pour tester, voir ce que ça donne. Et puis si ça vous plaît, vous avez peut-être mis le doigt dans l'engrenage et vous allez y passer la main, le bras, le corps tout entier et vous allez découvrir que derrière cette limite que vous fixiez vous-même, eh bien, il y a un monde, le monde de la coopération, qui est un monde lumineux, qui est joyeux, où on est super efficace, où on est content de travailler ensemble et où tous ces vieux trucs qu'on connaissait dans les équipes, vous savez, les critiques les uns sur les autres, les stratégies qui se mettent en place pour essayer de, je sais pas quoi, tout ça c'est terminé. Dans le monde de la coopération, il y a une forme de transparence, il y a de l'authenticité, il y a de la bienveillance. Et tous ces mots-là, je ne suis pas en train de vous les dire comme ça parce que c'est à la mode, parce que ça fait joli. Je suis en train de vous les dire parce que je les vis depuis une dizaine d'années et ça m'a vraiment complètement changé la vie. Je me souviens encore des réunions avant que je mette en place toutes ces choses-là, où j'ai vécu, comme la plupart d'entre vous, des choses vraiment compliquées. Et c'est parce que j'en avais marre de souffrir, d'être un mauvais manager. Je vous le dis, j'étais un mauvais manager, j'étais un très mauvais animateur de réunion. Et j'ai décidé de me former, de découvrir tout ce qui pouvait m'aider. J'ai découvert un monde merveilleux. J'ai eu le courage de mettre tout ça en place. Et je vous invite à vous connecter à cette part de vous aussi qui est courageuse et qui va être prête à tester. Et de temps en temps, vous allez vous planter, mais ce n'est pas grave. Gardez la confiance que ces outils sont de chouettes outils. Si vous vous plantez, c'est peut-être que vous n'étiez pas prêt. C'est peut-être que le groupe avec lequel vous étiez n'était pas complètement prêt ce jour-là à le vivre. Revenez sur ce qui s'est passé avec le groupe, parlez-en, essayez de comprendre, essayez d'avoir un superviseur. Ça, c'est l'idéal aussi, de pouvoir se payer quelqu'un comme moi qui a de l'expérience comme superviseur. Vous l'appelez, vous pleurez, vous dites Yanis, voilà comment ça s'est passé, j'étais sûr de moi et puis je me suis complètement planté. On débrief, on réfléchit à ce qui s'est passé et ensuite vous allez regagner confiance, retourner vers votre groupe et améliorer. Voilà. Vous ne ferez pas tout parfaitement du premier coup, ce n'est pas possible. C'est comme n'importe quel sport, comme n'importe quelle pratique. Il faut pratiquer pour devenir un bon animateur de réunion coopérative. Alors, toutes les personnes qui devaient y aller, je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui souhaitent rester, posez-moi vos questions dans le chat. Ou alors, je ne sais pas si c'est possible ça, je crois qu'il y a un moyen. Vous levez la main, je peux peut-être même vous donner la parole parce que depuis 1h20, je parle tout seul, je vous jure que ce n'est pas facile. Je suis beaucoup plus habitué à animer des réunions où j'entends, je vois les gens. Le webinaire est un exercice très différent et ce n'est pas forcément facile. En tout cas, je n'ai pas votre énergie qui me revient, même au travers du chat. Donc, si des gens veulent lever la main, je vais peut-être les voir apparaître. Et dans ce cas-là, il faut que j'aille ici. Je peux vous laisser la parole pour qu'on entende votre question. Pour l'instant, personne ne lève la main. Alors, je vais lire les quelques commentaires que vous avez laissés. Salut Bouchra, bon après-midi. Un prochain défi, comment gérer les bavards qui ont de bonnes idées, mais vont trop dans le détail et reformulent et ne laissent plus de temps pour le reste de la réunion. Ouais, j'ai un petit truc pour ça qui aide. Il faudra revenir à un webinaire prochain. Ce que j'ai apprécié, c'est le fait que tu nous aies nommé des choses précises que je fais
où je considère aussi quelques outils que je vais tester comme le Google Drive en parallèle le Prezi et ça m'encourage à aller plus loin dans le mode coopératif. Je suis preneur de la vidéo pour transmettre à ma responsable et bon anniversaire. Merci David. Euh, merci à Emmanuel. Je vais essayer de kiffer ma journée. Ouais. Maintenant que ce webinaire tout seul, géré tout seul est terminé, je vais essayer de me reposer. Je ne vois pas de questions à cet endroit-là. Est-ce qu'il y en a peut-être de l'autre côté des questions, du côté des questions-réponses? Alors, Florence est un peu frustrée, sa problématique sur la connexion avec les participants en visio. Ouais, bah, peut-être que tu m'as posé la question plus haut, Florence, mais désolé, je n'ai pas pu la lire. Contenu intéressant et synthétique, dit Isabelle, de bons outils, merci et bon anniversaire. Be happy, ouais, je vais essayer. Super, Véronique, je vois que tu peux mettre en œuvre. Eh ben, c'est super. Vous êtes encore quasiment la moitié à être en ligne, donc je continue un petit peu en essayant de trouver des questions. Je ne vois pas de questions. Est-ce que quelqu'un lève la main? Ouais, il y a Florence qui lève la main. Alors, Florence, je te permets de parler. Tu m'entends, Florence? Oh, c'est trop chouette. Bon anniversaire, Yanis. Merci, je suis contente qu'il soit là. C'est chouette aussi. Ouais. Les gens qui nous soutiennent, qui sont toujours là, des aficionados de la coopération. Yes. Alors, Et, dis-moi, tu as une question ou une ouais, réaction? en fait, c'était par rapport à cette question des introvertis et des extravertis. Tu as commencé un tout petit peu à en parler. Et en fait, voilà, je vois que c'est d'autant plus important, à mon avis, quand on a des réunions assez courtes en webinaire ou sous forme de visio. Voilà, pour permettre que chacun puisse s'exprimer et pas non plus prendre toute la parole. Donc, tu avais des choses à partager sur ça et je me souviens plus trop. Donc, voilà. Ouais, en fait, l'outil, je trouve, qui est le plus efficace pour essayer de réguler la parole et de faire en sorte que chacun puisse parler à hauteur de ce qu'il a à dire, c'est le tour de cercle. Sachant que donc, dans un tour de cercle, en fait, tu vois, il y a un ordre particulier, c'est l'ordre dans lequel on est assis. Ouais. Donc, il y a certaines personnes, des extravertis, qui vont pas trop aimer ce foutu tour de cercle et qui vont le critiquer à la fin des réunions, qui vont dire ouais, moi je n'aime pas trop quand c'est comme ça. Ce que j'entends beaucoup comme critique, c'est ça coupe une certaine spontanéité. Ouais. Effectivement, ça coupe une certaine spontanéité. Mais moi, en tant qu'extraverti euh, je me rappelle de toutes ces réunions où je prenais beaucoup trop de place, où du coup je le sentais, j'étais pas à l'aise avec ça, Ouais. mais en même temps, j'arrivais pas à me réguler. Moi, quand on me pose une question, je suis bavard, extraverti, j'ai besoin de parler pour que ça se mette en place dans ma tête. Je suis intéressé par ce que pensent les autres, mais si tu me laisses la parole, je la prends, quoi. Donc, le tour de cercle fait que je ne peux pas prendre la parole tout de suite. Si je suis, par exemple, le dernier dans le tour de cercle, eh ben, il faut que j'attende, il faut que j'écoute tous les autres avant. Une fois que ça va être mon tour, là, il y a deux techniques quand vraiment on a très peu de temps. Et en tant qu'animateur, quand on sait qu'il y a beaucoup d'extravertis dans le groupe, on peut aussi dire, bon, bah, écoutez, et le dire, quoi. Il y a beaucoup d'extravertis. Sur ce point-là, on n'a que 10 minutes. On est 5 dans le groupe, donc ça fait 2 minutes chacun. Si vous n'avez pas besoin de 2 minutes, vous faites plus court et vous laissez 30 secondes à ceux qui en auront besoin. Je prends mon chrono, hop, avec mon smartphone, tu sais, on a un petit outil qui Ouais. permet de faire bip bip à la fin. Tu mets 2 minutes, la première personne parle. Si c'est un introverti, franchement, c'est pas caricatural hein, ce que je vais te dire. Très, très souvent, un introverti, 2 minutes, c'est hyper long pour lui. Hmm. Parfois, en 30 secondes, il a terminé de dire ce qu'il avait à dire en 1 minute 30. Et donc, bah, s'il reste 30 secondes, je dis OK, il reste 30 secondes, celui qui en aura besoin pourra en bénéficier. Et puis le deuxième prend. Si là, c'est un extraverti, bah, il fait peut-être 2 minutes, ou il mange les 30 secondes de son collègue, 1 minute 30. Et puis, j'essaye vraiment de faire respecter au mieux cette histoire de timing. Voilà, donc deux outils, Merci. le tour de cercle, le timing, euh, et accueillir les critiques des extravertis qui Ah seront oui. participants parce qu'ils n'ont jamais assez de place.
mais c'est aussi leur faire prendre conscience et leur parler de ça. Leur dire, écoutez, dans le groupe, il y a des extravertis, il y a des introvertis. Et il y a un outil, alors il faudra peut-être que je fasse un webinaire là-dessus, mais j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver sur YouTube et sur notre site internet aussi, où j'explique un petit peu plus précisément cette histoire d'introverti-extraverti. Et une fois que tu le maîtrises, tu peux le réexpliquer à tes collègues et ils vont prendre conscience qu'ils sont extravertis et que s'ils sont extravertis plus ou plus, c'est souvent catastrophique pour les groupes, quoi. Ils prennent beaucoup trop de place. Voilà. Un extraverti plus, c'est bien, il apporte de l'énergie, voilà, il a des idées, il participe facilement, c'est cool, tout va bien, il prend pas trop de place. Le plus, comme moi, il est limite, et le plus, il est hors limite. Donc, c'est un peu plus compliqué pour le cadrer lui aussi. C'est souvent très compliqué. Qu'on soit plus en extraverti ou en introverti, l'introverti plus, c'est celui qui n'existe pas dans le groupe. Donc là aussi, c'est très compliqué. Et c'est limite pathologique, quoi. Donc là, ça dépasse un petit peu notre sphère de… Oui. Bah, écoute, super, merci beaucoup. Hein. Ça me donne des outils, surtout cette histoire de partager le temps, en fait. Avoir une conscience du temps qui est imparti pour le tour de météo et pouvoir le réguler en fonction de… Voilà, mais avoir cette vigilance-là du temps de météo qui sera incompressible, quoi. Enfin, qui sera… Florence, Oui. t'as fini ta phrase? Non, je ne savais pas si tu m'entendais encore. Oui, je t'entendais. Qui sera… Pardon. Donc, ce temps de 10 minutes, par exemple, il est géré un peu collectivement. Et c'est ça qui est chouette. Parce que moi, j'ai expérimenté un système où tu avais 1 minute que que tu l'aies débordé ou pas, en fait. Le groupe, la personne suivante ne pouvait pas intervenir à partir du moment où ta minute n'était pas terminée. Et bon, ça crée quand même des choses un peu compliquées pour les personnes suivantes qui, elles, avaient besoin d'un tout petit peu plus de temps. Donc, merci. De rien, Florence. Je regarde si d'autres mains. Alors, je veux bien que tu baisses la main, Florence, et puis je vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. Non, pas pour l'instant. Alors, il y avait une question de Charlène qui disait, est-ce que cette prise de météo de chaque collaborateur peut être organisée en dehors des réunions, lors d'une pause café, par exemple? Tout à fait, il n'y a rien d'obligatoire de toute façon. Et je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir bouger aussi et de dire, tiens, la première partie de la réunion, on va la faire à la cafette, si vous avez une cafette. Voilà, puis on peut tous se prendre un café, ça crée de la convivialité systématiquement. Et puis dire, OK, allez, petite météo du jour, comment on se sent? Parce que c'est vrai que si on est debout avec notre café, ça va être un petit peu plus compliqué de faire ce petit temps de centrage. Pourquoi pas? Même ça, c'est possible. Et puis parfois, on le fait 100 ans de centrage. Alors, on dit, OK, allez, ronde d'ouverture, je commence, je prends la parole, et ben moi, aujourd'hui, je me sens comme ci, comme ça, voilà. Et puis par rapport à la réunion qu'on va vivre dans un instant, je suis plutôt joyeux parce qu'on va parler de tel sujet qui me tient à cœur, par exemple. Mais ça peut être aussi, on va parler de tel sujet qui me fait très peur, je me sens très tendu. Voilà, mais je suis content de pouvoir vous dire ça là maintenant, avant de commencer la réunion. Et puis voilà, on passe 10-15 minutes dans la cafette à faire notre petit tour. Ensuite, on se retrouve dans la salle de réunion. Et puis, on peut faire notre ordre du jour participatif, par exemple. C'est une très bonne idée. Et ça va accentuer la notion de convivialité. Alors, je vois qu'il y a plein de nouveaux messages dans le chat, mais je ne vois pas de point d'interrogation. À l'avenir, j'essaierai de me faire aider. Vous voyez, un webinaire, alors c'est encore un exercice différent, comme je le disais, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une personne qui puisse être à la technique, lire les questions, etc. Donc, on a quasi systématiquement dans les réunions coopératives 2 personnes en réalité qui s'occupent de l'animation. Il y a l'animateur en tant que tel qui doit gérer quand même un maximum. Il est soutenu par le secrétaire de séance qui a pour rôle non seulement de prendre en note les décisions qui seront prises pendant la réunion. Alors, il ne prend pas en note absolument tout ce qui est dit, mais surtout les décisions qui vont impacter vraiment le groupe pour que les personnes qui ne sont pas là puissent avoir accès. Donc, on met après le compte rendu sur un drive, enfin sur quelque chose qui est ouvert à toutes les personnes de l'organisation pour qu'elles puissent voir ce qui se passe dans notre service, par exemple. Voilà. Donc, on va privilégier la plus grande transparence possible dans les organisations qui doivent fonctionner de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'on va tout dévoiler sur tout,
Donc, on va bien réfléchir à quelles informations sont importantes à partager en fait avec nos collègues. Voilà. Et voilà. Alors, il y a Charlène, encore mais de l'autre côté, qui disait « Je suis dans une équipe qui a subi un turnover important, qui demande à mieux se connaître. Quelques tensions entre les collaborateurs. Proposez-vous des formations sur ce thème ?» Ouais, alors non seulement il y a des formations qu'on peut faire sur cette thématique-là, mais aussi des interventions vraiment sur mesure, en fait, pour pouvoir parler de ce qui s'est passé dans le passé, essayer de comprendre pourquoi il y a eu du turnover, faire un petit diagnostic finalement de toutes les conditions qui ne sont pas si favorables que ça au final au travail collaboratif, voir aussi quelles sont les choses qui existent déjà dans le groupe et qui sont super positives qu'on veut conserver. Et puis, lorsqu'on a fait ce diagnostic, après, on met en place un plan d'action sur qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ça peut passer effectivement par des formations pour essayer de comprendre, de mieux comprendre comment faire pour conserver des relations vraiment chouettes au sein d'une équipe. Et il y a plein d'outils formidables pour ça. Je t'en donne quelques-uns. Il y a la communication non violente, qui est un de mes outils phares, qui est hyper important. Pouvoir communiquer de manière vraiment bienveillante les uns avec les autres. Je diffuse avec ma collègue Nathalie Labarre un outil qui s'appelle la négociation coopérative. Donc, c'est comment je vais voir un collègue, comment je demande à un de mes collaborateurs quelque chose et en me donnant un maximum de chances pour qu'il accepte tout en respectant ses limites. Donc, voilà. Et du coup, si on passe notre temps les uns les autres à être super à l'aise, parce qu'on sait qu'on peut demander tout et n'importe quoi à nos collègues, parce qu'on utilise collectivement un outil qui nous permet de respecter les limites de chacun, alors ça nous simplifie la vie, un truc de fou. Donc il y a ça, il y a tous les outils de développement personnel, comprendre les personnalités de chacun avec l'énéagramme, avec le MBTI, avec la spirale dynamique. Donc toutes ces choses-là, c'est plutôt Nathalie Labarre qui forme sur tout ça. En fait, toute cette nouvelle compréhension de comment fonctionnent les êtres humains avec lesquels je suis et comment moi je fonctionne va nous permettre d'être plus tolérants, d'adapter parfois mes demandes, mes comportements pour être mieux compris par mes collègues. Voilà. Alors là, c'est un champ infini. La psychologie, elle est formidable. Aujourd'hui, il y a des tas d'études qui sont faites et qui permettent chaque jour d'en apprendre toujours plus. Mais déjà avec la base énéagramme, MBTI, spirale dynamique, on part avec un truc qui est vraiment très, très chouette. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, il y avait Victoria qui posait la question, le critère de la priorité est exprimé par qui? Il y a risque que chacun trouve son sujet de priorité important. Oui, alors, ce qui est rigolo dans l'outil pêle-mêle, au moment où tu proposes aux gens de prioriser, en réalité, tu vas te rendre compte que ce que tu décris là, je l'ai peut-être vécu une fois, tu vois, en 10 ans, où c'était assez rigolo de voir que chacun votait pour son sujet en priorité, mais c'est parce que l'outil de priorisation, il permettait de voter que pour un sujet. Et donc, chacun avait vraiment envie de mettre en avant son sujet. Mais dès lors que tu dis, on peut prioriser 5 sujets différents. Tu vois, le premier, comme je l'ai dit, en mettant 5 bâtons, le deuxième 4, 3, 2, 1. Au final, tu vas t'intéresser, dans les 5, il va vraisemblablement y avoir un de tes sujets. Mais parfois, tu vas pouvoir expérimenter. Tu vas voir que les collègues, finalement, ils donnent un sujet et puis ils ne priorisent pas du tout leur sujet, ils priorisent les sujets des autres parce qu'ils se rendent compte en les voyant apparaître sur le tableau ou sur le tableau blanc là, de Zoom, par exemple, que effectivement ce sujet est prioritaire et pour eux et pour le groupe. Et donc, ils vont prioriser ce qui est à prioriser. Voilà. Et ça se fait en fait très, très bien. L'important, je dirais, c'est que l'animateur arrive, lui, à lâcher ses priorités et à accepter que les priorités des autres ne soient pas les siennes. Allez, je vous raconte, vous êtes encore une petite vingtaine. La première fois que j'ai mis en place cet outil dans mon équipe, en fait, c'était terrible. Moi, j'avais préparé la réunion, donc j'avais 5 sujets à mettre à l'ordre du jour. J'étais le chef de cette équipe-là. Et puis, mes collaborateurs, chacun met 1, 2 sujets. Il doit y avoir 2, 3 tours. Donc, voilà. Donc, on a une longue liste, une vingtaine de sujets, sans doute, ou pas loin. Et puis, on utilise cette technique de priorisation avec les bâtons. Résultat, mes sujets ne sont plébiscités par personne d'autre que moi. Ah, Florence, tu es toujours là. Excuse-moi. Merci de te moquer, c'est sympa. Non, je suis désolée. Je vous jure que
Je me suis senti vraiment bête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que mes sujets, tout le monde s'en fout en fait, mais c'est quand même moi le boss. Merde, je sais que mes sujets sont hyper importants. Comment se fait-il que pour eux, ce soit pas important? Donc, je l'ai pas très bien vécu. Je me suis dit, bon, bah, faut quand même qu'on avance. Donc, on a priorisé leur sujet à eux. Et puis, à la fin de la réunion, je leur ai dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai besoin de décisions sur tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que vous voulez pas que je décide tout seul dans mon bureau. Mais qu'est-ce que je fais? En particulier, ce sujet-là, qui, je sais, est très controversé. On sait tous qu'on n'est pas d'accord. En particulier, j'avais une opinion où j'étais sans doute très minoritaire, mais il y avait le pouvoir du chef dans la tête de mes collègues qui disaient, oh là là, il va nous imposer son truc. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas voulu prioriser le sujet. Il y avait peut-être de la peur derrière. Résultat, euh, j'ai dit, bon, bah, ok, je joue le jeu, je le mettrai à l'ordre du jour de la deuxième réunion, de la prochaine réunion. Donc, prochaine réunion, je remets mon sujet. De nouveau, il n'est pas plébiscité, donc il ne passe pas dans les sujets prioritaires et il n'y aura pas de décision aujourd'hui. Donc, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, moi, je vais pas pouvoir jouer à ça longtemps, quoi. Ce sujet-là, il est hyper important. J'ai besoin d'une décision la semaine prochaine. Donc, comme vous voulez pas en parler, bah, j'imagine que vous êtes OK pour que je prenne la décision tout seul. Et là, bizarrement, il y a une levée de bouclier. Mes collègues ont dit, oh, 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 non, 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 on veut pas que tu décides tout seul, on veut en parler d'abord. Et donc, finalement, c'est devenu un sujet prioritaire. Alors, ça m'a fait bizarre, hein, sur le coup, mais j'ai pris conscience d'un truc, c'est que quand on est chef, en fait, il y a des sujets, on est dans une place particulière dans un groupe, une place qui est un peu, pas tout à fait méta, mais on supervise le global. Et il y a des sujets qui sont prioritaires pour nous, qui vont pas l'être forcément pour nos collègues qui, eux, sont sur des tâches plus spécifiques et qui vont pas comprendre parfois l'intérêt de ce sujet qui est plus global. Donc, ben, on peut leur demander, est-ce que c'est OK pour vous que je prenne la décision seul, du coup? Sinon, bah, du coup, il faut vraiment prioriser le sujet parce qu'il faut qu'on avance là-dessus. Et puis, si oui, eh ben, merci, on va gagner du temps. Je prends la décision seul, je vous envoie un mail, je vous dis ce que j'ai décidé et puis on met en place. Voilà. Alors, je continue, il est 14h22. Ouais, vous êtes encore nombreux, mais je vais devoir quand même vous quitter. Plein de choses à faire en cette journée d'anniversaire. En tout cas, je vous remercie. Je regarde s'il y a une dernière question, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors, je vais lire scrupuleusement tout ce que vous avez écrit. Désolé de ne pas avoir eu ce don d'ubiquité, de pouvoir tout faire. Ah, il y a Charlène qui veut parler. Pardon, Charlène. Je te laisse la parole, Charlène. Charlène, tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Oui. Non, maintenant, c'était ma question d'avant, en fait. J'ai levé la main tout à l'heure. Ok. Donc, c'est fait. Merci pour la réponse. C'était très clair. Content d'entendre ta voix. Je me sens un peu moins seul. Heureusement qu'il y avait Florence et toi. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la main levée. Ah non, c'est toi. Non, non, C'est voilà. encore. Je vais Ok. baisser. Ben, écoute, très belle journée à toi en tout cas. Et puis, je te souhaite de faire de belles expériences en mode coopératif. Et puis, encore une fois, Merci. si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone apparaît sur le visuel. Alors, il faudrait que je coupe. Pardon. Oups, je permets à Dominique. Je permets à d'autres personnes de parler alors qu'elle lève pas la main. Ah, Michel qui veut parler, je crois. Michel Denis, tu es là, Michel? Michel, tu as levé la main. Il faut que tu actives ton micro, j'ai l'impression. Michel, tu es là. Ah, tu aurais pu avoir le mot de la fin, Michel. Donc, pour les 13 Là, vous personnes. m'entendez? Vous Ah, m'entendez? voilà. Ouais, on t'entend. Tu es un petit Ah peu oui, loin, mais d'accord. on t'entend. Oui, c'était par rapport à l'ordre du jour. Parce que faire l'ordre du jour en début de réunion, je me demande ça si c'est valable pour tout type de réunion, parce que je trouve que moi, j'aime bien quand l'ordre du jour est préparé avant. Ça permet de préparer les réunions, de réfléchir au sujet, et j'ai l'impression qu'on gagne en efficacité en le préparant à l'avance, bon, notamment pour un conseil d'administration. Si l'ordre du jour n'est pas préparé avant, ça risque d'être, comment dire, d'entraîner des pertes de temps et de l'approximation. Ouais, question intéressante.
Alors, tu parles d'un conseil d'administration et je connais alors, je sais pas, un CA d'association, tu parles? Bah, d'association, par exemple, oui. Ouais. En fait, dans les associations où il y a des professionnels euh, et où les membres du CA peuvent pas se réunir trop souvent, ce qui est le cas souvent hein, des associations que j'accompagne, parce que finalement, les militants dans les assos, ils sont dans plusieurs assos en même temps. Et du coup, ben, ils ne peuvent pas passer toute leur vie dans le CA de tel ou tel asso. Résultat, on a des salariés, effectivement, qui mettent en place une réunion mensuelle, par exemple. Et lors de la réunion mensuelle, il y a plein de choses à voir. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, un peu sur le sujet des CA. Donc, effectivement, on peut avoir la sensation que ce temps de début de réunion qui va durer quand même, enfin, si on fait tout ce que j'ai prévu, donc la ronde d'ouverture, si en plus on glisse un jeu coopératif et qu'on fait le pêle-mêle, ben, on a déjà pris 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes parfois dans la vue. Donc, certes, on a vachement solidifié l'axe horizontal, mais du coup, comme on est aussi très fixé sur l'axe vertical, on se dit qu'on n'a pas assez de temps pour gérer correctement voilà, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, etc. En réalité, si on a fait le pêle-mêle correctement, on va gagner un temps fou. Parce que Michel, observe lors de ta prochaine réunion ce qui se passe quand quelqu'un met à l'ordre du jour un sujet et qu'on ne sait pas en face si c'est de l'information simple qu'on veut échanger. Ça, généralement, c'est ultra rapide. Hein. L'information, normalement, c'est 1 minute, 2 minutes. Pour vérifier que tout le monde ait compris, on peut ouvrir un temps de questions après un temps d'information. Et donc, question-réponse, allez, ça va durer 5, 7 minutes, 10 minutes maximum. Pour moi, c'est très rare que les temps d'information soient plus longs que 10 minutes. Si c'est juste de l'information qu'on veut. Dans ce cas-là, on va empêcher les gens de partir dans des réactions et tout ça en disant non, c'était juste une info. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Alors c'est bon, on passe à la suite. Ce qui est compliqué dans les réunions classiques, c'est que voilà, on ne fait pas le distinguo entre questions, élaboration de propositions, décision, échange. Et du coup, on va passer des temps fous sur les premiers points de l'ordre du jour. Et puis, on ne va plus avoir de temps pour les derniers points parce qu'on aura mal animé finalement notre réunion. Donc, si tu veux optimiser le truc, rien ne t'empêche de faire l'ordre du jour effectivement à distance. Tu peux utiliser justement, tu vois, un Google Doc, ce genre de choses, avec un petit tableau, idéalement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il sera un peu moins joli sur le Google Drive, mais peu importe. En disant, voilà, vous mettez votre prénom, vous mettez le sujet, vous mettez ce que, selon vous, si c'est de l'échange, de l'info, de l'élaboration de proposition, de la décision, le temps maximum, et puis, quelle est selon vous la priorité que déjà vous donnez sur 5, par exemple? Est-ce que la priorité maximum, vous mettez 5 points, ou est-ce que vous dites, ah, bah, finalement, c'est pas très urgent, donc je mets 2 points, c'est important, mais pas urgent, par exemple. Je peux mettre 2 points. Et puis, comme ça, l'animateur va pouvoir regarder un petit peu tout ça se construire au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Et puis, quand on arrive au jour J, moi, ce que j'invite à faire, c'est reprendre ce tableau-là en début de réunion et dire aux gens, OK, je vous invite à regarder le tableau. Il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas participé parce que vous n'avez pas pris le temps, etc. Donc, petit tour de cercle rapide pour voir s'il y a d'autres sujets qui n'ont pas été mis dans le tableau et on les met dans le tableau. Comme ça, tu vois, on prend en compte ce qui est vraiment vivant le jour J. Si quelqu'un a rempli son tableau une semaine auparavant, peut-être que le jour J, c'est plus si important que ça, tu vois. Et donc, l'animateur peut redemander aux gens votre ordre de priorité. Par exemple, tel point, Michel, tu avais mis 5. Est-ce que c'est toujours 5? Ah, bah finalement, non. Vu les autres points, c'est plutôt 2. OK, bah 2, alors, tac. Et ton sujet, boum, il descend dans l'ordre de priorité, tu vois. Donc, je vous encourage éventuellement à préparer en amont, mais systématiquement à revérifier le jour J et de manière, tu as raison, plus rapide, si c'est toujours OK, si ça convient. Voilà. Parce que parfois, on crée une tension à vouloir faire passer des trucs qui sont finalement plus si importants que ça. Donc, connectons-nous à l'instant présent. Plus on sera dans l'instant présent, plus nos réunions auront du sens pour chacun d'entre nous, plus elles seront efficaces. J'ai répondu à ta question, Michel? Oui. L'idée du tableau et de l'envoyer avant me paraît intéressante. Sinon, la durée d'une réunion, durée maximum d'une réunion comme ça à distance? Moi, je fais beaucoup de réunions d'1 h 30. Je les trouve courtes. Moi, j'aime bien le format 2 heures. Ouais.
Le format 2 heures est chouette s'il est animé, tu vois, de manière dynamique, si on fait une petite pause au milieu, par exemple, si les gens en ressentent le besoin, s'il y a vraiment un bon animateur qui donne du rythme, que tout le monde est clair sur là, on en est là, et on fait ça, et on fait pas autre chose, etc. 2 heures, tu les vois pas passer, en fait. Moi, régulièrement, j'ai, dans ma ronde de clôture, des gens qui me disent, j'ai pas vu le temps passer, c'était super, merci, c'était agréable, on a pris des décisions, c'était fluide, on s'est écouté, chacun a pu participer. Quand on entend ça en ronde de clôture, c'est que tu as fait le job, quoi, tu vois. Voilà. Chers amis, il est 14h30. J'avais prévu un petit plus de 15 minutes, puis je vois qu'on m'appelle, parce qu'il faut que j'aille m'occuper des enfants maintenant. C'est une autre forme de coopération. Je vous souhaite plein de belles choses aux 10 personnes qui sont restées. J'envoie le replay bientôt par mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Très belle journée, belle coopération, et n'hésitez pas à profiter du rendez-vous conseil que je vous offre en m'envoyant un petit mail ou en me passant un coup de fil, et on se parle bientôt en direct. À bientôt tout le monde. Eh bien, bon anniversaire, merci. Merci Michel. Salut à tous et à toutes.